Non, mais c'est chez les parents. Le marteau. Alors, vous allez bien deux par deux. À côté On est mitraillés. Reposez! Arme! Repos! Comme toutes les années, nous sommes réunis pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918. C'est cette année le 98e anniversaire. Nul n'aurait pu l'imaginer, mais la guerre déclenchée 2 ans plus tôt n'en était encore qu'à la moitié de sa durée. 2016, il y a 100 ans, l'année des batailles indécises et sanglantes. Celle de Verdun et les combats de la Somme. L'une d'entre elles restera pour toujours dans la mémoire collective, la plus marquante de la guerre. Le seul nom de Verdun cristallise sur lui ce que furent dans leur ensemble et tout au long de la guerre la dureté des combats livrés, la souffrance des hommes, mais aussi leur indéniable grandeur. Le 21 février, les forces allemandes, nombreuses, puissamment armées, dotées d'une artillerie formidable, lançaient une offensive d'envergure sur un secteur réputé tranquille. C'était celui de Verdun, où nos propres forces étaient en état d'infériorité numérique et pratiquement sans appui d'artillerie. 1 million d'obus. Un déluge de fer et de feu s'abattait sur les lignes françaises pendant des heures. Le choc qui suivit fut rude, mais grâce à leur courage et à leur abnégation, des hommes arrivèrent à contenir l'adversaire qui ne pouvait atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Ainsi commença un combat pathétique, titanesque, d'une violence inouïe, dont l'horreur restera dans toutes les mémoires comme une vision d'enfer. Les hommes se livrèrent à des combats confus, acharnés, se terminant dans un effroyable corps à corps. Ils tinrent 300 jours et 300 nuits. 300 jours et 300 nuits d'héroïsme, dans un esprit de sacrifice absolu. L'armée française y perdra 163 000 hommes, l'armée allemande 143 000. Il convient de citer entre autres la conduite héroïque des 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied, commandés par le colonel Drian, qui subit le premier choc au bois des corps. Leur résistance farouche permit un répit pour l'armée pour l'arrivée des renforts, mais le prix payé fut terrible. Sur 1300 hommes, seulement une centaine avaient survécu. C'est ainsi que s'était engagée cette bataille qui, conduite pour la France par les généraux Pétain puis Nivelle, ne prit fin qu'au mois de décembre. Les positions furent prises et reprises au prix de sacrifices qui nous... Ils se sont tous battus
pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Leur sacrifice nous invite, toutes générations confondues, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde de paix plus juste, plus solidaire et plus fraternel. Aujourd'hui, devant les dangers auxquels notre génération est confrontée, s'ils sont de toute autre nature, ils n'en sont pas moins réels. Il est sans doute nécessaire de s'en souvenir. Vive la République et vive la France. Allocution de M. Franck Dugas, accompagné d'enfants. Pour 1 an et demi que la guerre a commencé, elle a déjà fait 867 000 morts. Depuis le début du conflit, 33 Arquois ont laissé leur vie sur les différents champs de bataille, sous les balles ou les obus ennemis. Pour mémoire, afin de se remémorer quelle fut la vie de tous ces hommes durant cette terrible guerre, nous avons extrait du livre « Les Arquois dans la tourmente 14-18 » le parcours de 2 d'entre eux qui, en 1916, sont tombés pour la France au nom de la liberté. Pascal Marius Joseph est né aux Arcs le 20 septembre 1875. Rappelé sous les drapeaux le 2 août 1914 par ordre de mobilisation générale, il part à 39 ans comme soldat à la 5e compagnie du 117e régiment d'infanterie territoriale. Avril 1916, le 117e vient relever, après 3 jours de repos comme c'est la règle, le 115e, pour passer à son tour 3 jours dans les tranchées. Marius Pascal a profité du repos pour aller voir un collègue, coiffeur dans le civil, pour se faire couper les cheveux et raser de près. Fier de sa belle moustache dont il relève machinalement les pointes, entre le pouce et l'index, il est allé faire un brin de toilette, dans un grand baquet de bois récupéré dans la décombre d'une maison. Il a besoin d'éliminer la vermine qui grouille sur son corps. Malgré une bonne lessive, il est obligé d'enfiler à nouveau cet uniforme, dans les plis duquel sont restés cachés quelques poux. Dans quelques jours, il sait qu'il partira à nouveau à la chasse au Toto. Marius Pascal est dans la Meuse avec son régiment, qui vient de recevoir 264 hommes en renfort pour compenser les pertes des jours précédents. Dans le secteur qu'il occupe, du côté de Montet, les 2 artilleries de tranchées s'échangent de temps en temps une belle volée d'obus qui, à chaque fois, fait 1 ou 2 victimes. Le secteur est relativement calme, mais les hommes doivent travailler sans relâche à l'aménagement des abris et des tranchées, car avec les pluies de ce printemps 1916, les parois s'éboulent régulièrement. Au fond des tranchées, ils ont dû poser des planches et des rondins qui ont fait office de caillebotis pour s'isoler d'une boue épaisse qui monte jusqu'aux genoux. Les parois des tranchées sont retenues par des entrelacs de fascines dressés entre des piquets régulièrement espacés. Pendant 3 jours, Marius Pascal, à manier la pelle, la pioche et le marteau, retrouve ses gestes de paysan. Il pense à sa femme Eugénie qui, là-bas dans le Midi, a elle aussi le dos courbé, occupée à piocher au pied des oliviers, mais le bruit du canon et l'éclatement des obus le ramènent vite à la réalité de la guerre. Dans les tranchées de bois haut, entend-il arriver l'obus qui va exploser près de lui? Une chose est sûre, c'est qu'en ce samedi 29 avril 1916, cet obus qui blesse un de ses camarades de travail l'envoie de vie à trépas. Après une courte cérémonie, on l'enterre dans le bois où il vient d'être fauché. Après la guerre, ses restes sont déposés dans la nécropole nationale de Douaumont, dans la tombe numéro 6995, tombe qui paraît perdue au milieu des 15 000 autres. Émilie Pascal, le 3 août 1914, il a 38 ans quand il est rappelé par ordre de mobilisation générale. Il part pour être clairon à la 9e compagnie du 68e régiment d'infanterie territoriale. Après la canicule du début août 1916, Pierre Cruc se trouve dans les abris en arrière de Péronne. Le 3 septembre, il voit passer les 2000 prisonniers faits lors de la prise de Le Forest et Cléry-sur-Somme. Par des boyaux étroits, il part en première ligne sous la pluie, glissant à chaque pas dans cette boue
de somme qui entrera dans la légende des tranchées. Il a laissé son sac dans une cagnotte sous la garde d'un territorial. Les chefs ont-ils prévu un non-retour? Pendant qu'il avance, l'arme à l'épaule, son bidon et son clairon lui battent les hanches. L'artillerie essaie de broyer les lignes ennemies avec des obus de gros calibre, 240, 270, 380. Par ce déluge de feu, on prévient tout le monde qu'une nouvelle grande attaque va se produire. Arrivé en première ligne, assis sur la banquette de terre sur laquelle sont plantées les échelles qui vont permettre la sortie, l'arme entre les jambes, le menton posé, ses poings serrés sur le canon du fusil, au bout duquel il a fixé la baïonnette, il ne voit pas le jeune lieutenant qui sort régulièrement une belle montre en argent, laquelle, reliée par une chaînette à sa poche de poitrine. Pierre Truc pense au village, à sa femme qui en ce moment doit être dans les quelques rangs de vignes que son père avait plantées à 30 sorts. Car aux arcs, c'est le temps des vendanges, le temps où l'on s'active dans les vignes et les chais dans lequel coule un beau jour rouge qui n'est pas celui de la mort. C'est ce sacro pinard qui depuis 2 ans lui donne le courage et la force de supporter tous ses malheurs. Pinard qui avait même réussi à geler dans sa gourde l'hiver dernier. Autour de lui, une agitation fébrile le tire de ses pensées. Le lieutenant regarde à nouveau sa montre et brandissant son revolver lui fait signe. D'un geste machinal, Pierre Truc se dresse, essuie sur sa manche pleine de terre l'embout de son clairon et sonne la charge en franchissant le parapet. Touché par les balles, il n'ira pas plus loin. Il meurt là sur le bord de tranchée, Murat, devant Vermont-de-Villers, département de la Somme, le 5 septembre 1916. Un filet de sang sort de sa poitrine et tache son uniforme bleu. Un flot de vin coule par un trou fait dans son bidon et imbibe la terre. Son corps sera rapatrié dans le cimetière des Arcs-sur-Argence le 16 février 1922. Garde à vous! Lecture du message du ministre des Anciens Combattants par Monsieur le maire des Arcs-sur-Argence. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du Chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux États-Unis entrés en guerre le 6 avril 1917 et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants hérités de cette guerre et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement. Créé dans l'urgence des combats en 1916, l'Office national des mutilés et réformés, qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et dont nous célébrons le centenaire cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation au profit de toutes les générations combattantes, de la Seconde Guerre mondiale aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs, le président de la République a décidé qu'un monument, dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris, sera dédié à ces femmes et à ces hommes qui ont payé de leur vie, leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur haut lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. Merci.
Appel aux morts de tous les conflits par Monsieur le Président de l'Association arquoise des combattants et victimes de guerre avec les élèves des écoles et du collège. Mort glorieux de la ville des Arcs au cours des deux guerres. En 1914, Lombard Édouard, Brémond Louis, Lombard Francis, Goiti Louis, Bonaf Henri, Père Stanislas, Billissime Francis, Bonhomme Camille, Granier Émile, Lombard Émile, Pélassy Bernard, mort pour la France. Je vous invite à reprendre cette maxime après l'appel de tous ceux qui sont tombés en 1915. Gueule Camille, Daniel Henri, Daniel Félix, Lombard Adrien, Pascal Louis, Cordillo Joseph, Monnier Gustave, Proin Jacques, Proin Joseph, Vaquier Marius, Giraudot Latislas, Alpozo Philippe, Bernolin Georges, De Maria Joseph, Chios Marius, Donato Chlorinde, Donato Eugène, Gibouin Victor, Guaran Célestin, mort pour la France. En 1916, il y a 100 ans, Arnoux Henri, Truc Pierre, dont vous venez d'entendre une mémoire, Geoffrey Alexandre, Bonetto Michel, Audibert Camille, Lautier Paul, Pascal Marius, Acier Étienne, mort pour la France. 1917, Truc Ernest, Périmont Joseph, Audemars Baptistin, Castor Alfred, Sisson Gabriel, Castagne Louis, Guigou Marius, Figuier Eugène, mort pour la France. 1918, Gastinel Achille, Aubert Georges, Arnaud Camille, Arnaud Antoine, Dole Édouard, Gède Élie, Paille Paul, Lorgue Marceau, Audibert Louis, Guimbert Clément, Geste Jules, De Brabant Louis. Ils sont morts pour la France. Dans le deuxième conflit. Oui, c'est mon père, mais non.